La Tronche en live. L'émission de l'esprit critique en direct et en public avec Vlad Tapas et Assermandax. Nous sommes à l'antenne. Alors, ce soir, Dieu ou pas Dieu, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très compliqué. Nous sommes avec 1h17 de retard en direct avec l'invité qui est là. Avant que Vlad lise l'édito, je m'excuse au nom de toute l'équipe auprès de vous et auprès des journalistes qui étaient venus faire un sujet à la base pas sur des youtubeurs qui ratent leur émission. Voilà, donc on est là. Donc, pardon pour la technique, pour le son de ce soir. On fait comme on peut. On a Adrien qui est derrière moi. Dont le son, on récupère directement de Discord. Voilà. Donc, je laisse la parole à Vlad Tapas, qui va vous lire son éditorial. Et on fera comme si c'était rien passé. On fera un peu plus court pour ça, ne pas se coucher à minuit. Voilà. Donc, ce soir, ce sont les musées créationnistes américains. Vlad Tapas. Oui. Eh bien, combien sommes-nous prêts à payer? Combien d'efforts consentirions-nous pour confirmer notre vision du monde? Certaines croyances sont plus compatibles que d'autres avec la science et les connaissances sans cesse affinées dont nous disposons. Quand les faits et la croyance entrent en conflit, les faits ont souvent peu de chances d'en sortir vainqueurs. Vous connaissez comme nous tous la dissonance cognitive. Si ce n'est le cas, pensez à regarder le Tronchambier épisode 3. Beaucoup de personnes religieuses sont très attachées à la science et n'éprouvent guère de difficultés à vivre leurs croyances tout en acceptant les connaissances nouvelles. On peut être croyant et raisonnable. Dans les cas difficiles, il existe un courant de pensée, l'accommodationnisme, dont le travail est de faciliter cette coexistence pacifique entre science et religion. Toutes deux répondraient à des questions différentes et rempliraient donc deux magistères distincts, entre lesquels les conflits ne seraient en fait que des erreurs de communication. On peut douter de la pertinence de l'accommodationnisme et juger qu'il est plus un outil de paix sociale que d'épistémologie. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Nous allons nous intéresser à des cas de conflit ouverts entre une vision très arrêtée de la vérité religieuse et l'état des connaissances actuelles sous l'éclairage de la science. C'est aux États-Unis que se passe l'affaire dont nous allons parler, plus particulièrement au Kentucky. On pourrait s'en étonner, pensez donc. The United States of America, première puissance militaire du monde, à peu près première puissance économique, première puissance scientifique et technologique. Et seule grande démocratie où le créationnisme a pignon sur rue et constitue même un sujet de fierté pour des élus qui s'en réclament. America, fuck yeah! Nulle part ailleurs, on ne voit une association exonérée d'impôts rassembler suffisamment d'argent, 27 millions de dollars en 2007, pour créer un parc d'attractions musées dévolu à défendre l'idée que la Terre a été créée en 6 jours, il y a 6000 ans, et que les espèces sont apparues telles que nous les voyons aujourd'hui. Près de 3 millions de visiteurs s'y sont rendus depuis son ouverture. La même association, dont le nom signifie en français « Réponse dans la Genèse », a ouvert un second parc-musée en 2016 avec un budget de 150 millions de dollars. The Ark Encounter est une reconstitution de l'Arche de Noé, dans laquelle on nous explique que le déluge est un événement historique, comme l'est l'histoire de Noé et de ses fils, telle que racontée dans la Genèse. Ces endroits peuvent-ils légitimement être appelés musées, quand la plupart des objets exposés ont été expressément manufacturés dans le but d'y être exposés? Les associations de musées américains ne le reconnaissent pas comme tel. On peut imaginer que c'est parce qu'ils sont réticents à l'idée d'enseigner à des enfants que les tyrannosaures étaient herbivores et vivaient à l'époque d'Adam et Ève. Musées ou pas, ces lieux existent. Ils sont visités, ils ont une influence et ils manifestent le désir d'imposer une vision du monde bien particulière, avec ses codes de moralité, et une pensée qui fait le vide autour d'elle. Antithèse parfaite de la démarche scientifique qui propose des hypothèses pour ensuite tenter de les éliminer. Ces musées de la création sont construits sur une conclusion à défendre à tout prix, qu'il faut argumenter à l'aide de tous les artifices. Pour bien le comprendre, il faut être allé sur place. Il faut avoir vu le parcours proposé aux visiteurs et le message qu'on souhaite les voir ramener chez eux. C'est justement ce qu'a fait notre invité, qui est aujourd'hui en direct depuis les États-Unis. Adrien Gontier est l'auteur du blog curieuxdesavoir.com. Il est docteur en géochimie et il va partager avec nous son étrange expérience dans les musées créationnistes américains. Bonsoir Adrien. Bonsoir à tous et à toutes.
J'espère qu'on t'entend bien. J'espère que le son fonctionne à peu près correctement. Donc, 3 parties pour l'émission. On va essayer d'être un peu plus ramassé. On avait prévu de mettre des images et des vidéos. Donc, il y a dans la description de la vidéo chez nous le lien vers la tienne. On te voit avec ta casquette de pastafarien devant l'arche de Noé. Où tu montes et tu expliques un peu. Donc voilà, la visite guidée sur la chaîne d'Adrien, le lien est en description. Donc partie 1, on va s'intéresser à, il y a tout un imaginaire, tout un émerveillement. Tout à fait. En fait, c'est du parc d'attractions. Alors, est-ce que tu peux nous donner un peu l'historique de ces parcs-là? Où est-ce qu'ils se trouvent? Quelle impression ça fait quand on arrive dedans? Alors en fait, nous, on a commencé par l'Ark Encounter avant de faire le musée de la création. Et c'est très très grand, c'est très très étalé et c'est, j'ai envie de dire, à l'américaine. Hein. C'est-à-dire que déjà quand on arrive, il y a un immense parking, on doit prendre un bus et puis après on arrive devant l'arche et c'est là où je commence ma vidéo que vous pouvez voir sur ma chaîne. Et en fait, c'est gigantesque. Et il y a tout autour des parcs d'attractions, on a des zoos, on a des ziplines, enfin des tyroliennes, on a tout plein d'animations tout autour. Et quand on arrive dans l'arche, on a une musique grandiose et on s'en prend vraiment, vraiment plein la vue. Quoi. Moi, je suis arrivé, j'ai fait waouh, c'est génial, quoi. C'est très, très beau, mais c'est un peu très vide. Enfin, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et oui, tout est là-dedans, quoi, pour nous en mettre vraiment plein la vue avec de la musique, des bruitages, avec voilà, pour nous faire ressentir les choses. Donc c'est plus Disneyland qu'un musée en fait dans la construction. Oui et non, en fait, c'est un peu comme les deux, c'est-à-dire que tu as des activités à l'extérieur, tu vois, mais à l'intérieur, ça veut se présenter comme un musée avec des vrais panneaux. Quand on rentre, quand on arrive au début, on a une reproduction avec les différentes cages, on a des bruitages et on a des panneaux comme dans les vrais musées avec des explications. On va y venir tout à l'heure. Et on a l'impression que c'est logique, quoi. Donc, dans la partie 2, on verra un peu le contenu du discours qui tente de mimer la science. C'est-à-dire, nous aussi, on fait de la science et nous aussi, on a des résultats. La partie 3, on parlera un petit peu du message moral, en fait, puisque, in fine, ça sert à ça aussi, à défendre une vision du monde. Et la partie 1, c'est un peu comment c'est construit. Donc, c'est pour quel public? Alors, en fait, moi, je trouve que c'est assez austère, que c'est assez mal fait. Je trouve que c'est un peu à la mode des vieux musées. Alors, on a ça se veut beau, hein, ça se veut beau concrètement. Alors, l'arche est beaucoup plus moderne. Alors, on a des écrans géants. On n'a pas forcément beaucoup d'interaction avec le public. Et par contre, au musée de la création, on est plus axé sur les dinosaures. On est plus axé sur regardez, on fait un peu de la science comme tout le monde. Vous pouvez vous aussi un petit peu participer et essayer de répondre aux questions que nous on se pose. Et en fait, il y a une espèce de cheminement qui est fait. Quand on arrive dans l'arche de Noé, concrètement, on arrive par en bas et puis on monte au fur et à mesure. Et ce qui se passe, c'est qu'on essaie de nous en mettre plein la vue pour nous montrer que c'est probable. Voilà. Et en fait, je veux dire, les enfants peuvent être émerveillés et les adultes peuvent se dire « Ah ouais, c'est possible, effectivement, là, ils l'ont refait. » Et dans le musée de la création, ce qu'il y a, c'est que des fois, c'est un petit peu… Enfin, c'est très étrange la manière dont c'est orchestré. Des fois, on a l'impression qu'on va rentrer dans le vif du sujet, puis après, on revient. Mais il y a des choses qui reviennent assez souvent. C'est que, par exemple, ils vont souvent faire des comparatifs avec le mont Sainte-Hélène. Donc, c'est un volcan… il y a à peu près, je crois, une vingtaine ou trentaine d'années, il y a eu une éruption avec une grande catastrophe. Et donc, ils mettent souvent ça un petit peu en avant pour réveiller l'imaginaire des gens. Voilà, donc, c'est un volcan américain. Voilà, exactement. C'est un volcan américain dans l'État de Washington, si je ne me trompe pas. Et en fait, c'est un petit peu pour que les gens s'imaginent. Pareil, on va leur montrer, on leur dit, regardez dans votre jardin, quand il y a une inondation, on peut aussi voir les sédiments qui s'accumulent. Et comme vous pouvez le voir, il y a des couches qui se différencient. Il n'y a pas des millions d'années entre ces différentes couches, quoi. Donc, en fait, c'est pour dire aux gens, regardez, vous aussi, vous pouvez voir les choses. Vous aussi, vous pouvez pressentir les choses. Nous, on est là, on pose des questions. On oriente un peu les questions, mais regardez, vous pouvez aussi vous imaginer, et on y viendra tout à l'heure, il y a aussi ce truc, on vous propose deux manières de voir les choses, d'après vous, laquelle est la plus juste, quoi. Et après, c'est là qu'ils commencent à nous tromper. Ils ont, parce que comme l'idée de base, c'est qu'on est dans l'Arche de Noé, donc l'Arche de Noé est une histoire vraie,
Les durées qui sont dites dedans sont vraies. Donc, on a bien 40 jours. Donc, le déluge a eu lieu pendant 40 jours. Donc, il faut que les événements où on a des fossiles qui sont les uns sur les autres soient le résultat d'un événement où les espèces ont disparu. Or, c'est pendant cet événement-là. Donc, il faut montrer que le Grand Canyon a pu être creusé pendant 40 jours, à peu près. En tout cas, pendant quelques jours. Donc, avoir l'exemple du Mont Sainte-Hélène où, en une journée, on a une montagne qui est totalement soufflée. Voilà, d'un côté, on a un événement important avec des grandes conséquences en très peu de temps, donc c'est possible. Et donc voilà, Exactement. et c'est cette comparaison-là, en fait, bon, elle est fausse, mais ça met juste assez de doute. Et là où tu dis, c'est intéressant, ils proposent les deux, ils disent aux gens de tester. Et d'une certaine manière, ça paraît honnête, ça, puisqu'on donne les infos. Mais est-ce que c'est des vraies infos? Alors en fait, non, justement, le problème, c'est qu'ils vont vraiment orienter. Alors je ne sais pas si on peut passer les photos qu'on a mis en ligne. Est-ce qu'on peut voir quelques images? Alors, des photos qui sont stockées. On je les peux aura juste- pas, je crois. Je crois que ce soir, on ne va pas compter sur C'est les pas images grave. de la régie. C'est pas Non, grave. non. Elles sont de toute façon sur le site Voilà. et la vidéo que j'ai faite. Allez voir sur le site. Donc en fait, grosso modo, on vous présente des images en vous disant, ben voilà ce que les hommes disent. Voilà quels Oui. sont les mots des hommes. Voici quelle est la vérité qu'ils ont envie de montrer en fait. Et voilà ce que dit Dieu. Voilà. Alors d'après vous, quelle est la chose la plus facile à imaginer, quoi. Et forcément, les gens vont se dire, ben ça, c'est vachement simple, quoi. Et donc, ils vont prendre des exemples qu'on va voir tout à l'heure. Ils guident forcément les gens. Alors, si on ne peut pas voir les images à l'écran, je peux vous montrer Allez, rapidement. tiens. Oui. J'espère que ça va bien se voir. Je vais essayer de... Très bien. On ne voit pas grand-chose, hein. On ne verra rien. Mais bon, en gros, on a deux messieurs, avec d'un côté qui dit que l'homme décide de la vérité, et l'autre dit c'est Dieu qui décide de la vérité. Évidemment, est-ce que... Enfin, dans la tête d'un croyant, Dieu a toujours plus d'autorité. Exactement, exactement. Et c'est vraiment là où ils veulent en venir. Il faut savoir que quand on arrive donc, au musée de la création, on va commencer par une espèce de reproduction du Grand Canyon. On va nous dire, regardez, des événements incroyables ont déjà eu lieu sur Terre. Ah, c'est peut-être possible. Puis ensuite, on arrive dans un endroit où on voit une espèce de reproduction d'un fossile de dinosaures. On nous dit, regardez les dinosaures. Une fois qu'on les déterre, ben, il n'y a pas un petit tag, une petite étiquette avec marqué l'âge qu'ils ont. Hein, voilà, alors nous, voilà, on dit juste ça. Et après, on arrive dans une pièce entière avec des panneaux qui sont gigantesques et qui disent voilà ce que les hommes disent, voilà ce que Dieu dit. Et on a une pièce entière là-dessus. Et donc, voilà, le concept est simple c'est une terre qui a 6000 ans, qui a été créée en 7 jours, avec l'arche de Noé, qui est une histoire vraie à 100%. Donc, pour la petite histoire, Noé ayant vécu 950 ans, il a mis 600 ans à construire son arche ou quelque chose comme ça. Donc, tout est possible, tout est faisable. Et puis après, on se dit, tiens, on va voir quelque chose. Ils nous mettent au milieu Lucie. Ils nous disent, regardez, Lucie, nous, on l'a représentée en forme de singe. Lucie, ça peut être un singe. En fait, les hommes, ils ont, les scientifiques séculaires, comme ils disent, les scientifiques, ils ont une idée. Ils ont mis, voilà, Lucie, ils ont dit que c'était un ancêtre de l'homme parce que eux, c'est leur point de vue, c'est leur point de départ. Nous, notre point de départ, c'est la parole de Dieu. Et nous, on dit que ça peut être comme ça. Et puis ensuite, on arrive à un endroit où on nous montre voilà pourquoi la Bible est fantastique. Et là, c'est là que ça commence à être très drôle. C'est qu'ils essayent de prendre de temps en temps des faits scientifiques pour approuver la Bible. Concrètement, ils disent regardez, dans la Bible, il y a marqué que l'homme est fait que d'un seul. Et les scientifiques disent autrefois humaine, et maintenant ils disent ça montre bien que la Bible avait raison avant tout. Ah, les humeurs, d'accord. Donc voilà, ils vont choper les choses. Il y a quand même un truc qui est vachement fort. En fait, pour avoir écouté un peu Ken Ham, qui est le directeur du musée, le créateur, c'est qu'il s'est rendu compte que pour lui, il séduisait les enfants avec les dinosaures. En faisant croire sur l'ensemble que les dinosaures n'étaient pas dans la Bible, et donc du coup que ça empêchait les enfants de croire dans la Bible. Et donc lui, il semble que c'est un point qui est très insisté dans le musée. On a bien des créatures qui sont des dinosaures dans l'arche, dans le musée de la création, qui vivent avec les hommes, et donc voilà, ils se réapproprient ces animaux qui plaisent beaucoup aux enfants, pour leur dire, mais non, mais vous pouvez toujours croire aux dinosaures, mais juste croyez-y, mais dans la Bible. Exactement. Et alors en fait, si on peut parler un peu de cette théorie qu'on n'a pas forcément, va pas forcément aborder après, leur idée donc c'est de dire que des dinosaures ont même été sur l'arche
Et alors, on va aller plus loin dans l'imaginaire et les enfants. Au tout début du musée de la création, on nous dit bien que dans la Bible, il a été indiqué qu'on mentionnait des dragons, parce que les dragons ne sont rien d'autre que des dinosaures qui ont survécu après le grand déluge. Donc, d'après eux, il y a eu, je ne vais pas dire de bêtises, une soixantaine, enfin moins d'une centaine de types de dinosaures qui sont allés sur l'arche, et après ils ont évolué. Pour eux, il y a eu une espèce de sélection naturelle post-déluge, et donc en fait, ils vont même nous mettre en avant, nous dire, ben voilà, vous voyez, sur Terre, il y a un certain nombre de légendes sur les dragons, comme Nessie par exemple, les dragons en Chine. Donc ça vient de quelque chose de vrai. Et d'ailleurs, dans la Bible, il y a 2-3 endroits où on parle de monstres, je crois le Léviathan ou un truc comme ça. Le Léviathan, le Béhémoth. Exactement. Et donc, vous voyez bien que il y a quelque chose de vrai. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. En fait, moi, j'ai entendu parler des musées de la création quand j'étais à l'IUT. Et à l'époque, il y avait un gars à la télé qui disait les dragons, il y en a eu tout plein pendant le Moyen-Âge. Les chevaliers en ont tué tout plein. Quoi. Vous pouvez trouver encore cette vidéo sur YouTube maintenant. C'était, je crois, un reportage de TF1. Et c'est vraiment ce qu'ils disent là, quoi. Concrètement, c'est ce qu'ils nous disent. Pour eux, les dragons, ils ne prennent pas trop position parce qu'ils se rendent compte que c'est un peu ridicule. Mais par contre, pour les licornes, ce sont des dinosaures. En fait, ce sont des rhinocéros sceptiques comme toi et comme moi. On est des méchants parce qu'on se moque d'eux. Et d'ailleurs, on est aussi des grands méchants parce qu'on représente toujours l'arche de Noé avec tous les animaux qui débordent, alors que ce n'était pas comme ça, c'était bien plus technique. Donc, il y a même une vidéo où il compare les mérites de l'arche de Noé avec d'autres types d'arches, d'autres religions. Alors ça, je vous invite. Pour montrer que la leur est supérieure. Allez voir ça. Alors, je vous invite vraiment, vraiment à voir ça. En fait, dans la vidéo que j'ai faite, j'ai laissé quasiment cette séquence en entier. Il présente donc les différentes légendes d'arches qui existent dans le monde. Donc, pour eux, s'il existe différentes légendes, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de vrai. Mais eux, leur but principal, et on en reviendra tout à l'heure, c'est bien d'affirmer que c'est la Bible qui a une autorité et une vérité absolue. Je pèse mes mots, et c'est exactement ce qu'ils disent. Et donc, en fait, ils vont nous présenter différentes légendes d'arches, par exemple du Vanuatu, d'autres ethnies, pour les ridiculiser et dire non, mais en fait, nous, notre arche, elle est quand même bien meilleure, quoi. Et avec des arguments qui sont zéro, c'est juste c'est même pas des simulations, ce sont des animations vidéo. Donc, ils ont testé puisqu'on voit qu'ils comparent des choses. Donc c'est un test, donc c'est de la science. Et tu me mauvaise langue, des sceptiques. C'est mal. Exactement. Donc en fait, pour eux, ils présentent des choses. Ils vont aussi présenter comme quoi l'arche, elle a on peut faire quelque chose parce qu'eux-mêmes ont fait les calculs, mais enfin ils ont fait des calculs basés sur, je sais pas, sur grand chose en fait. Ils ont tout plein d'hypothèses. Par exemple, concrètement, les dinosaures qui sont rentrés dans l'arche, ils étaient bébés, quoi. Ils étaient enfants, quoi. Ils prenaient moins de place, ils mangeaient moins. Voilà. Il n'y avait pas de brachiosaure géant, c'était un bébé brachiosaure ou un œuf même à la rigueur. Oui, alors ça, ils n'en parlent même pas. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y aurait encore d'autres hypothèses. On pourrait dire qu'ils étaient en hibernation ou que peut-être qu'il y a eu une machine qui les a réduits comme ça. Enfin, on peut tout imaginer en fait finalement. Mais sur le chapitre de l'émerveillement, il y a cette idée que, parce qu'il pourrait juste être dans un discours de dire on défend l'idée qu'il y a un créateur et qu'il y a une création, mais eux ils vont plus loin. Eux ils disent que c'est leur créateur à eux, celui qui a vraiment écrit la Bible, quoi. Et ça on va en parler tout à la fin, mais en général, dans les arguments créationnistes, il y a l'idée que la nature, elle est trop belle, trop parfaite, et ça ne peut pas être là par hasard. Est-ce que cet argument-là, on retrouve le fait que la nature est trop parfaite? Oui, il y a un petit peu ça. En fait, dans le musée de la création, on a tout un jardin de la création qui est recréé, qui se veut grandiose, avec des animaux du coup qui sont imaginaires, forcément, parce que ce sont des animaux qui n'existent pas maintenant, mais qui étaient avant le déluge. Et donc, en fait, il nous montre ce jardin où tout était magnifique, tout était beau. Donc, on voit Adam et Ève avec des fleurs. On se croirait un petit peu avant un film porno, tu vois. C'est assez flippant, avec leurs petites fleurs comme ça et tout. Et puis, on voit des dinosaures qui sont là, qui sont végétariens. Les dinosaures étaient végétariens. Tout le monde était végétarien. Et herbivore, parce que végétarien, c'est que pour un humain qui fait le choix d'être végétarien. Alors, à moins que les dinosaures aient volontairement fait le choix de faire ce régime, il faut dire herbivore. Vlad m'a corrigé là-dessus. Excusez-moi, monsieur. Donc, alors,
effectivement, ce qu'on va nous présenter, c'est cette beauté un petit peu avant. Et puis, on a des dinosaures qui sont animés comme ça. Donc, c'est très, très drôle. On les voit avec des mannequins là, qui bougent comme ça. C'est assez ridicule. Et oui, on est décrit en fait cette terre qui est parfaite. Et puis après, on arrive dans le péché, le fameux péché qui a eu lieu. Et avec toute la décrépitude qui a suivi et tous les peuples antédiluviens qui sont assez géniaux. Et donc, forcément, il y a un truc qui est assez génial. Alors, on peut parler de l'imaginaire de cette manière. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que donc, pour ces créationnistes-là, les dinosaures ont vécu en même temps que les humains et les géants. Hein, bien sûr. Ah oui, il y a les géants, c'est vrai, pardon. Oui, et les géants. Et donc, en fait, il y a un endroit qui est, je trouve, moi j'ai trouvé ça génial. Il y a un endroit donc, qui nous présente ces peuples antédiluviens sous des aspects un peu mayas, aztèques, tu vois, avec des grandes pyramides qui font des sacrifices humains. Alors pour ça, les créationnistes, ils sont très critiques avec la science, hein, mais par contre, de ne jamais avoir retrouvé de traces de ces civilisations, par contre, ça leur pose pas trop de problèmes. Et pareil, ils nous montrent donc une arène, donc c'est complètement calé sur les arènes de chez les Romains, où on voit des gens, ça ressemble à des Romains quand ils ont des boucliers comme les Romains, vous le verrez aussi dans la vidéo. Et donc, c'est absolument fantastique, on a un géant qui est en train de massacrer un humain qui ressemble beaucoup un petit peu à ces premiers chrétiens qui ont été massacrés dans les arènes. Oui. Donc, il est en train de massacrer cette pauvre femme avec un T-Rex qui est en train de rentrer en même temps dans l'arène. Puis les gens qui sont autour, quoi, ça peine. Il me semble que c'est un Carnotaurus. Il me semble qu'il a des cornes. Alors là, en fait. Complètement. Donc, si je peux le dire, si je ne m'ai pas trompé. Mais donc voilà, on a cette idée. Donc, en gros, c'est de la fantaisie, c'est génial. Oui, ça pourrait faire un parc d'attraction complètement. Et c'est pour ça. C'est des belles histoires. Le problème, c'est de confondre ça avec la réalité. Et quand je disais que la nature est parfaite, c'est qu'en général, les créationnistes ont toujours cet argument. Je vous renvoie vers Ray Comfort, Monsieur Bananaman, qui dit que la banane est la preuve de l'existence de Dieu. Tu connais l'histoire? Oui, bah oui, parce que ça tient dans la main. Parce que ça a la même forme. Si vous prenez une banane, le nombre de plis de vos doigts, le nombre de plis de la banane correspondent. C'est la même forme, c'est la même taille, ça rentre dans la bouche. On peut l'ouvrir facilement. Il y a un code couleur. Et donc voilà, il dit c'est pas possible que ce soit fait au hasard. Et il oublie que la banane naturelle, elle est tout petite, elle est pleine de graines, elle est immangeable. Quoi. Les bananes qu'on mange maintenant, elles sont toutes des clones. Il n'y a pas de graines. Interrogez-vous. Un fruit dans lequel il n'y a pas de graines, comment est-ce qu'il peut pousser? Parce que l'homme replante des plantes qui n'ont pas qui sont des clones, quoi. Et ça, il oublie un petit peu. Une conclusion sur cette partie un peu émerveillement, séduction. Est-ce qu'il y a d'autres parties? Tu dis là quand même, ils sont forts, quoi. Dans l'autre partie, un peu séduction, c'est un petit peu tout ce qu'il y a autour du musée. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un parc entier, en fait. Hein. Tu as un parc entier tout autour où tu peux faire donc, de la tyrolienne, où les enfants peuvent chercher des fossiles. Donc, ils vont te donner des sacs de fossiles. Donc, tu as du sable avec des fossiles à l'intérieur. Et donc, tu as de l'eau. Et ils vont prendre ça et puis ils vont rechercher des fossiles à l'intérieur. Tu as aussi un zoo. Donc voilà, ça c'est aussi pour attirer un peu le chaland. Bien sûr, il y a des restaurants, bien entendu. Restaurants et un beau magasin. J'ai rien à si j'ai acheté des trucs dans le magasin, on peut acheter des bouquins. Tu donnes de l'argent, c'est bien. Ouais, voilà. Donc une terre jeune et les meilleures preuves. D'accord. Et alors voilà. Et donc, en fait, alors ce qui se passe, on va en reparler quand on va parler un peu plus de la pseudo-science. Hein. Là-dedans, ils sont un peu plus complets, entre guillemets, mais il faut savoir que les créationnistes, ils ont leur journal de référence, le Journal of Creation. Donc, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent. Donc, en fait, leur référence scientifique, c'est uniquement ça. Donc, on en reparlera tout à l'heure. Mais en fait, concrètement, pour terminer sur ce chapitre, j'ai croisé quelqu'un là-bas. Alors, bon, déjà que j'avais ma passoire sur la tête, je ne l'ai pas mis tout le temps, d'accord, hein, je suis quand même un minimum poli. Mais avec le premier amendement, je peux me le permettre, normalement. Donc, j'ai un peu parlé avec des gens et j'ai des gens qui étaient complètement sidérés. Quoi. Ils ont adoré, ils ont trouvé ça fantastique et m'ont dit… Alors, c'est quelqu'un que j'ai croisé à l'Arche et il me dit « Ah oui, mais c'est vraiment super, hein, c'est beau. » Ah oui, et c'était quelqu'un qui avait fait de la géole, quoi. Qui avait fait, je crois, une licence en géole.
Et elle me disait, oui, parce qu'on sait qu'il y a des incertitudes et tout. J'avais envie de dire, aussi, j'ai fait aussi de la géologie, je sais qu'il y a des incertitudes, mais c'est pas pour autant que je vais croire à des choses aussi absurdes. Et, pardon. Et en fait, elle me disait, mais tu verras, au musée de la création, c'est bien expliqué, ils expliquent bien scientifiquement. Ben non, pas du tout. En fait, j'ai l'impression qu'elle a été complètement subjuguée par les belles images, les maquettes, Parce que les animations, la musique. enfin, des gens disaient des choses qui allaient dans le sens de ce qu'ils voulaient croire, certainement. Enfin, Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Et en fait, ça apporte vraiment des explications qui sont très, très faciles et très, très simples. Je veux dire. Et en fait, elles ne coûtent rien. Ils ont juste à dire, ben voilà, il y a eu des kinds d'animaux qui sont rentrés dans l'arche. Voilà, il y en a eu 1500. Et puis ça, c'est probable, quoi. Pourquoi pas plus, pourquoi pas moins? Est-ce qu'on peut le démontrer? C'est pas, ça, c'est pas leur problème. Eux, leur question, leur truc, c'est nous, les scientifiques séculaires ont leur point de vue. Et nous disons que les mots de Dieu sont plus importants et nous prenons ça. Et donc, en fait, ce qu'ils font, c'est uniquement des hypothèses ad hoc. C'est comment utiliser ce qu'ils voient pour faire fitter ça avec ce qu'il y a dans la Bible. C'est uniquement ça. Et en fait, c'est très attractif donc, parce qu'en fait, tu as c'est parlé... extrêmement simple. Tu as parlé des types kinds en anglais. Ouais. Le texte initial parle de baramine. Donc, ils ont inventé la science qui est la baraminologie. Donc, pour eux, il y a des types qui ont été créés et après, il y a eu une variation, une évolution à partir de ces types créés initialement. Donc, voilà, ils recollent les morceaux comme ça parce que les gens voient bien que le cheval ou le chien change au cours de l'histoire. Donc, ils ne peuvent pas nier ça, quoi. Donc, ils recollent les morceaux en ayant des grands types au départ qui changent. Mais Blaise avait une question qui remontait du chat, non? C'était quoi? Non, pas du tout. Je regardais juste les deux fascicules qui montraient, ça ressemble vraiment à s'y méprendre à ceux que distribuent les témoins de Jéhovah chez nous. Oui. Alors, je me demande si les formats sont plus ou moins quelques années. C'est la même. Ils ont peut-être un fournisseur officiel. C'est le même type de couleurs, de dessins, C'est ça. de mise en page, en fait. C'est possible. Bon, après, c'est une culture assez proche. Oui, non, mais c'est ça. C'est bien pour ça que j'y ai pensé. Donc, comme nous sommes en service minimum ce soir, il n'y aura pas de pause musicale. Il n'y aura pas de pause publicitaire. Donc, on voulait mettre une petite vidéo qui présente Blida. Blida, c'est le lieu où on est. Là, on est à Metz. On est dans un tiers-lieu de création. Donc, il y a des gens qui font des costumes, des gens qui. Enfin, j'ai visité vite fait. Il y a plein de gens qui créent des choses avec leurs mains. Et c'est super beau. Donc, on vous mettra un lien aussi. Comme ça, vous pourrez aller voir un peu ce que c'est. Si vous êtes de la région, ça vous verrez. Sinon, voilà. Donc, on les remercie beaucoup de nous inviter. Même si. Enfin, c'est pas leur faute, quoi. Si les problèmes de sont accumulés, c'est pas de leur faute. Donc, il faut pas leur en vouloir. Mais du coup, on fait comme s'il y avait une pause. Faites pause, allez à pipi, sauf si on est en direct. Hein. Blida. Tiers-lieu d'innovation de production artistique, média et numérique de la ville de Metz. Situé en plein cœur de la nouvelle région Grand Est. Cet espace atypique se situe au 7 avenue de Blida, à 5 minutes à pied du centre-ville. Avant, c'était là qu'on stationnait et réparait les bus de l'agglomération messine. Mais depuis 2 ans, le lieu est ouvert aux créateurs en tout genre dans les domaines des arts et du numérique. Et pour rendre ce défi possible, il a été reconverti en immense plateforme collaborative et accueille aujourd'hui de nombreuses activités professionnelles. TCRM Blida est un lieu de travail et de rencontres qui favorise les échanges professionnels dans un dynamisme d'économie créative vers des perspectives d'avenir concrètes. Véritable laboratoire dédié à l'entrepreneuriat, Blida est construit autour de 6 grandes thématiques. Art et industrie créative, innovation digitale et économie numérique, médias et production audiovisuelle, économie sociale et solidaire, événementiel et art de vivre, et enfin, les jeux vidéo. Concentrer les compétences, croiser les synergies, mutualiser les ressources et les savoir-faire de chacun pour donner vie aux idées dans un cadre propice aux échanges et à l'innovation, et qui rassemble et met en valeur les créations et les productions Made in Blida. Car il est aussi le lieu totem de la labellisation French Tech à Metz pour le sillon lorrain.
Dans un paysage numérique en pleine révolution et dans un esprit d'économie créative et de développement durable, TCRM Blida se doit d'être le reflet du monde d'aujourd'hui et de demain. Un monde créatif, solidaire et entrepreneurial, dont l'innovation peut être produite par chaque citoyen. À l'avenir, un espace ouvert sur la ville et ses habitants. Un lieu où l'on expérimente, on recherche, où l'on s'interroge à travers de nouveaux modes de travail, de pratiques et de loisirs. L'idée étant tous ensemble d'accompagner le développement, l'éclosion, le décollage et l'envol de beaux projets. Et donc, seconde partie d'émission sont des pseudosciences. Donc là, on a parlé de cet émerveillement, mais le contenu. On a des installations, on a des émissions qui présentent des arguments pour défendre la thèse du musée, des deux musées, qui est que les espèces ont été créées, il n'y a pas d'ancêtre commun, la Terre n'a pas des milliards d'années, mais 10 000 ans, et l'être humain n'est pas un animal comme les autres. Alors, comment... Toi, tu es géochimiste, il y a beaucoup de géoles dans cet aspect-là. Quels sont les aspects qui t'ont le plus frappé et que tu veux nous partager en étant le plus complet sur, voilà, pour bien qu'on distingue comment ils triturent un peu les faits, quoi. Ouais. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que déjà, quand on rentre ici, on se rend compte que, voilà, moi, j'ai un parcours de chimie, j'ai fait de la science de l'environnement et j'ai terminé par une thèse en géochimie. Et je veux dire, en géochimie, j'ai fait la géochimie isotopique, j'ai fait les chaînes de l'uranium et du thorium, c'est un truc qui est très spécifique. Et en fait, je me rends compte que moi, je connais un petit peu ça, et qu'en fait, eux, ils abordent tellement de sujets que quelqu'un qui arrive, il ne peut pas avoir l'esprit critique et de se dire « Attends, là, il me raconte une… » Et là, ils sont très forts parce que là, ils vont faire de la pseudoscience et encore faire jouer l'imaginaire. Alors, il y a plusieurs exemples. Moi, le premier qui m'a choqué, c'est qu'ils ont montré donc les différentes strates qu'il y a dans les sols. Hein. Donc, vous avez déjà certainement vu ces couches géologiques qui sont des fois pliées, comme ça on a des plissures, hein, ça fait des trucs qui sont super beaux. Et eux, ils disent la chose suivante, ils disent mais les roches ne peuvent pas plier vu que… Et alors on se dit mais… Attends, on recommence ta phrase, on a découpé. Les roches, elles ne peuvent pas plier parce que… Les roches sont dures. Elles sont dures, voilà. Voilà. Donc les roches étant dures, elles ne peuvent pas se plier comme ça. Ce qui montre bien que tout ça, ça a été créé pendant le déluge, quand tout était en… Et en fait, je veux dire, tous les géologues vous diront que c'est dû au fait que ces couches sont soumises à des grandes températures et des grandes pressions. Vous imaginez des kilomètres des fois de roches au-dessus de vous, vous imaginez des pressions gigantesques. Et en fait, prenez l'exemple tout simple d'un forgeron avec son morceau de fer, il le chauffe un petit peu, il tape dessus, et puis il devient malléable. Et en fait, il y a de la géologie expérimentale qui existe, et je l'ai posté sur l'article du site et dans la vidéo, où il est très facile de trouver des gens qui prennent des roches, ils les soumettent à de la température et de la pression, et puis on voit la roche qui se plisse. C'est tout à fait possible. Et en fait, là, je veux dire, ils nous vendent du rêve, quoi. Là, ils se foutent vraiment. Concrètement, là, si tu es géologue… Là, ils ne peuvent pas ignorer que en effet, l'explication scientifique est valide. Exactement. Ils ne peuvent pas ignorer que les roches ne sont pas que dures. Elles peuvent être molles. Et la lave, c'est quoi là? C'est bien de la roche qui est molle. Hein. Ouais. Alors, oui, en fait, là, en fait, ce qu'il y a, c'est que les gens n'ont jamais vu une roche se plier, quoi. C'est un peu logique. C'est vrai. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Qui ici a déjà vu une roche se plier toute seule? Personne, je pense que personne n'a vu. Donc voilà, donc là, ils font vraiment encore jouer l'imaginaire et ils font la concrètement. Mais là, c'est le niveau 1. C'est le niveau un petit peu où on cherche un petit peu en trouve. Après, on aborde d'autres choses. Moi, il y avait d'autres choses qui m'ont un petit peu choqué. Voilà, j'ai fait un peu de géochimie
isotopistes. Et donc, en fait, concrètement, ils ont essayé de représenter, des fois, ils essaient de faire de la science. Ils essayent de mettre des graphiques avec des représentations scientifiques. Et là, c'est la catastrophe parce que, bon, il n'y a pas de source, il n'y a pas d'échelle. Et surtout, ils vont prendre volontairement partie des données. Donc, concrètement, c'est assez génial. Donc, On appelle ça du cherry picking. oui, alors là, c'est du picking, hein, je te raconte pas. Et tu parles d'isotopisme, ça veut dire quoi? Alors, dans la vraie science, c'est quoi et qu'est-ce qu'ils en font? Alors concrètement, ce qui se passe, c'est que déjà dans la vie de tous les jours, tout le monde connaît le carbone, l'oxygène, ça ce sont les éléments. Ce que les gens savent un petit peu moins, c'est qu'au sein de ces éléments, il y a des isotopes, c'est-à-dire qu'on peut trouver, entre guillemets, du carbone un petit peu plus léger, du carbone un petit peu plus lourd, d'accord? Pas forcément radioactif, hein. Et donc on a ça, tous les éléments ont ça, on a l'oxygène plus ou moins lourd, plus ou moins léger. Et en fait, ce qui est vraiment absolument incroyable, c'est que suivant les températures qu'il peut faire sur Terre, eh bien, il va y avoir une signature isotopique de l'eau, c'est-à-dire qu'on peut de l'eau avec de l'oxygène plus ou moins lourd suivant la température qu'il faisait sur Terre. Vous allez dire, ça me sert à quoi? Eh bien, en fait, dans la mer, quand la température de la mer évolue, il y a des coquillages qui sont dans cette mer et qui se forment à partir du carbone et de l'oxygène qu'ils ont autour. Et donc, ils vont prendre ce qu'il y a dans l'environnement, ils vont faire leur petite coquille, puis ils vont mourir, et puis ils vont se faire entasser au fur et à mesure. Et donc, comme ça, dans les sédiments, on peut remonter dans le temps, tout en bas, et voir quelle était la composition de l'eau à cette époque, et donc de pouvoir avoir une idée du climat qu'il pouvait y avoir sur Terre. Ce qu'on appelle ça, voilà, la paléoclimatologie. Alors, exactement. On va tout de suite arrêter ce live parce qu'il y a des gens qui sont en train de dire que ça leur donne envie de devenir créationniste parce que c'est un putain de conte de fées. Oui, mais la séduction, encore une fois, si ça marche si bien, c'est parce que c'est cool. Alors, en fait, c'est moins cool quand on sera dans la partie 3 où on verra les implications morales. Vous verrez, ça vous plaira peut-être. Alors, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que sur ça, eux, ils pensent qu'il y a eu un séchage post-déluge. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils présentent des données scientifiques, mais concrètement, ils vont prendre les premiers mètres de sédiments et éliminer tout ce qu'il y a en dessous. Et donc, je veux dire, c'est assez incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont capables de... Ils disent, voilà, scientifiquement, ils disent, OK, d'accord, hein, ça marche, on est d'accord sur le fait qu'on peut retracer le climat grâce à des signatures chimiques, mais on va juste regarder les 2 premiers mètres, on va pas regarder les... De toute façon, ils savent très bien que la Terre n'a que 6 000 ans. Pourquoi vous dites qu'ils aillent plus loin? Ça leur sert à rien, puisque... est-ce que tu es bête? Alors, en fait, ce qui est juste pas logique, c'est que je me dis, soit on accepte à un moment les données scientifiques, soit on ne les accepte pas. Et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un petit peu des données scientifiques, et non seulement ils en prennent qu'une partie, mais en plus, ils prennent qu'une partie des données. C'est-à-dire que ils ont concrètement, c'est comme si vous ne voulez pas aller creuser plus loin. C'est « c'est bon, je me suis arrêté là. » Et ça, personne ne peut le voir. Je veux dire, quand vous allez dans le musée, vous le verrez, je l'ai mis dans la vidéo, j'ai mis ce graphique, il est aussi sur le site. En fait, on voit un graphique, on voit en delta O18, c'est un peu scientifique et tout, pas d'échelle, rien. Et en fait, quand on regarde les vraies données, on se rend compte, on sait que le climat, dans le passé, il a fait comme ça. Et eux ne croient pas aux 4 dernières grandes glaciations. Eux, il n'y en a eu qu'une. Mais comment est-ce qu'ils le démontrent? Ils le démontrent pas. La dernière, déjà, elle remonte à 10 000 ans, donc c'est un peu limite. Et puis, celle d'avant, c'est plus vieux. Mais ça a des conséquences, ça, parce que du coup, ce sont des gens qui vont être climato-sceptiques, comme on dit, climato-négationnistes, puisqu'ils ne croient pas aux données de la science qui montrent comment le climat change, ils ne croient pas que le climat change, ou c'est pas grave. De toute façon, la providence divine pourvoit à ce que la nature soit comme il faut. Donc, exactement. Et donc, en fait, j'ai découvert ça, il y a que le climato-sceptique était aussi créationniste, ou que le créationniste est aussi climato-sceptique. En fait, donc on a un schéma qui nous représente les fameux les climats passés. Alors tout le monde connaît la courbe de Hawking de Mann, Michael Mann, où en fait on sait que dans le passé il y a eu une espèce d'optimum médiéval, notamment en Europe. C'est qu'il a fait un peu plus chaud. Et ça, c'est un peu une marotte des climato-sceptiques de dire, regardez, lors du Moyen-Âge, il faisait tout aussi chaud que maintenant. Ça prouve bien qu'actuellement, même si ça chauffe un petit peu, c'est pas très grave, que l'homme n'y est pour rien, etc., etc. Ouais. Et en fait, ça, je crois que c'est la deuxième seule référence scientifique que j'ai vue. C'est qu'ils ont pris une référence scientifique qui est très contestée dans le milieu, parce que le type, concrètement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a choisi
ces données. Il a dit les cernes des arbres, j'ai pas envie de prendre. Je vais prendre ces données-là. Oh, mais celles-là, je vais pas les prendre. Donc il a pris. Oui, parce que pour faire un relevé des paléoclimats, on a la glaciologie, Exactement. on a la sédimentologie, on a la dendrochronologie, donc c'est dans les arbres. Des arbres, On a exactement. d'autres choses. Et donc, pour retracer l'ensemble, ce sont des échelles qui se recoupent. Et donc, quand on met tout à plat, elles comblent les unes les trous des autres. Exactement, et puis même elles se Donc, il faut complètent, tout. c'est-à-dire que C'est ça. ça, c'est ce que tu disais, c'est ce qu'on appelle des proxys. En fait, certains ils sont un peu plus sensibles que d'autres, forcément, et bon, et quand on en repose 4, 5, 6, 7 différents, et bien on se rend compte que ça colle pas trop mal et on arrive à avoir des modèles pas trop dégueulasses. Et en fait, eux, ils ont donc choisi de présenter juste une partie des données, mais encore, ce qui est encore plus fort, c'est qu'ils ont volontairement arrêté leurs données en 1930. Ah, Donc ça veut dire que le gros réchauffement de malades qu'on a eu depuis 50 ans, eh ben ça, ils ne le présentent même pas. est-ce qu'on sait pourquoi? Parce que, en fait, ce qu'il y a, c'est que celui qui a fait cette étude, d'ailleurs qu'ils ont mal cité, ils se sont trompés dans son nom, j'ai dû retaper sur Internet pour trouver son nom, c'est un climato-sceptique avéré, et je pense que c'est ce qu'il a arrangé le mieux, en fait, finalement. Il voulait juste prendre des proxys et puis pas prendre les données actuelles, quoi. Voilà. Donc c'est un peu des gens, mais c'est récurrent, tu l'as déjà dit, ils considèrent que la science est un point de vue comme un autre, et donc ça marche en accumulant juste les preuves qui nous diraient qu'on a raison. Ouais. Et alors, ils ne sont pas dans une démarche de test de leur propre hypothèse, quoi. Ils veulent juste la confirmer. Jamais. Alors par rapport à ça, je voudrais aborder un point. Pareil, alors ça c'est assez marrant parce que ce sont des choses, si le commun des mortels cherche des informations, il se rendra compte qu'il ne va trouver que des informations créationnistes sur le sujet. Il parle, et à un moment il y a des jolis schémas, et là des jolis schémas et des jolies maquettes du Lost Squadron. En fait, c'est une escadrille d'avions qui s'est crashée dans le Greenland, on dit en français, le Groenland. Donc c'est un truc qui s'est crashé pendant la Seconde Guerre mondiale et qui s'est fait recouvrir au fur et à mesure des années par de la neige. Et puis les créationnistes du musée, ils ont fait une espèce de maquette où ils disent, regardez, il y a plus de 50 mètres de neige. Et bien ça, c'est pas possible qu'il y ait eu 50 mètres de neige en 50 ans. Enfin si, justement, il y a eu 50 mètres de neige en 50 ans. Ah ouais. Ce qui montre bien que quand on va faire de la glaciologie en Antarctique, quand on va prendre ces carottes de glace, eh ben en fait, ce n'est pas possible de compter les différentes couches parce que dans ces fameux 50 mètres au-dessus de cet avion, eh ben, il y avait plus de 50 couches. Il y avait plus de 50 couches différentes. Et vous vous rendrez compte, les glaciologues, ils sont vraiment trop bêtes. Franchement, les gars de Grenoble, là, peut-être que certains m'écoutent, ils sont vraiment trop bêtes. Ils comptent les couches, alors qu'il y a des fois plus qu'une couche par année, quoi. Et donc, tout ce qu'ils font, c'est faux. Même s'ils ont pris 1,50 km, 2 km de couches de glace. Donc, après, le cas particulier de cette chose-là pour disqualifier toutes les études en stratigraphie. Exactement. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent en fait, ils simplifient la science. C'est qu'ils les scientifiques disent qu'une couche égale une année. C'est pas vraiment vrai. En réalité, ce qu'ont fait notamment Jean Jouzel, qu'on connaît par le GIEC, et bien en fait, ce qu'on a, c'est qu'on peut faire des datations, par exemple à l'uranium. Des poussières sont emprisonnées dans la glace, et en fait, on peut caler sa chronologie. Donc en fait, les gens, ils n'ont pas compté que bêtement les couches, ils ont aussi compté les couches, parce que c'est une information, mais ils ont eu d'autres informations. Ils ont regardé le beryllium, c'est un élément chimique qui, quand il n'est pas exposé à la lumière du soleil, après se désintègre. Donc du coup, c'est des choses qu'on arrive à bien appréhender. Donc ils font croire que les scientifiques sont bêtes parce qu'ils ont compté les couches, alors qu'en réalité, les centaines de gens, les milliers de gens qui ont travaillé là-dessus, ont super réfléchi. Ils ont regardé, ils ont essayé, ils ont fait des datations carbone 14, ils ont fait des datations au tritium, par exemple. Ça, c'est pour une période. Et en fait, concrètement, eux, qui prennent cet exemple, ils n'ont pas essayé de regarder si, je sais pas, peut-être qu'il y avait des bugs dans les datations à l'uranium ou au tritium, par exemple. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont juste dit, nous, on a vu quelque chose de différent, ils ne nous apportent pas du tout la preuve, et démerdez-vous avec ça. Donc pareil, pour tout ce qui est de datation, tout le monde connaît le carbone 14. Là, c'est une méthode qui vaut pour 50 000 ans à peu près.
Au-delà, ça marche plus tellement. Mais on a, comme j'ai dit, le tritium, on a l'uranium, on a, j'oublie les autres. Exactement. Alors en fait, le rubinium. Il y a le rubinium. Ouais, rubidium, strontium. En fait, C'est ça. là, pareil, dans le musée de la création, à un moment, ils nous disent, ben voilà, souvenez-vous, le mont Sainte-Hélène, quand il a explosé, donc il y a eu la lave qui est sortie, il y a eu des roches qui se sont créées. Et ben nous avons envoyé un petit échantillon de roches pour le faire dater. Et savez quoi? Eh bien, il démontre bien que les dates. Et en fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que en fait, on a des outils pour des datations spécifiques. C'est un petit peu comme peser un M&M's sur un pèse-personne. Ça ne viendrait jamais à l'idée de quelqu'un de le faire. Il va prendre une balance qui sera adaptée. Ben là, eux, ce qu'ils ont fait, c'est un petit peu pareil. C'est qu'ils ont pris une méthode qui est faite pour des longues périodes. Ouais. Et forcément, il y a un bruit qui est assez fort, entre guillemets. Et ce qu'ils ont mesuré, c'est ça. Et ils n'ont pas bien purifié leur échantillon, parce qu'il faut aussi purifier, il faut enlever certains éléments. Ils ne l'ont pas fait. Et en fait, après, ce qu'ils font, c'est qu'ils présentent tout ça et ça fait une accumulation de... Et ils publient ça dans leur revue, ils disent « Regardez, on a trouvé ça ». Et donc, ça remet en question tout. Donc, sur un exemple, sur quelque chose de mal fait, ils vont dire « On remet tout en cause ». Par contre, ce qui est assez marrant, c'est que ils vont remettre en cause que pour certaines choses. Des fois, ils vont utiliser la science et les datations, des fois, ils vont l'utiliser pour autre chose. Par exemple, quand ça a moins de 6000 ans, ils sont pas. Ouais, ça peut marcher, quoi. Ouais, pourquoi pas? Mais après, c'est différent. Voilà. Ça a changé. Voilà, on n'était pas là. Le fait que, oui, d'abord, personne n'était là, donc forcément, tout se vaut, puisqu'on n'était pas là. Une sorte de relativisme, un faux relativisme. Ils disent, voilà, personne n'était, donc personne ne sait, donc nous on a un point de vue, et vous aussi, mais en même temps, nous, on parle avec la parole de Dieu. Donc, comment? Oui, et un peu, alors, ça, je ne l'ai pas trop vu dans le musée, mais je l'ai plutôt vu dans les différentes interventions de Ken Ham, c'est qu'en fait, il dit la chose suivante, vous n'étiez pas là avant. Donc, grosso modo, finalement, tu peux rien dire, quoi. Finalement, c'est ferme ta gueule, moi j'ai la Bible, c'est tout, quoi. Et en fait, c'est là que... la stratégie, voilà. C'est d'accumuler plein de choses. Donc on appelle ça le millefeuille argumentatif. Et en fait, tout l'intérêt du parcours dans le musée, je pense, c'est d'amener plein de petites preuves qui, prises indépendamment, sans prendre le temps de les regarder, on voit qu'elles ne sont pas valides. Mais lorsqu'on les accumule, a priori, on veut y croire, les gens sont heureux, quoi. Enfin, ils y vont, et enfin, ils ressortent en se disant voilà pourquoi je crois, j'ai enfin des raisons d'y croire. Et parmi ces preuves, il y a, et moi c'est mon truc préféré, donc tu vas nous en parler, ce qui sont les fossiles polystrates. Ah, j'allais en parler. Alors en fait, donc là aussi, c'est une manière pour eux de décortiquer ce que disent les scientifiques, et c'est là que c'est malhonnête, parce que des fois, ils font attention, ils ne disent pas que les scientifiques disent que l'homme descend du singe. J'étais assez surpris de voir qu'ils présentaient le buisson de l'évolution, pas l'homme. Je me suis dit, ils ne sont pas trop mauvais. Et en fait, si, ils le sont quand même. Par exemple, pour les fossiles polystrates. Donc concrètement, ils partent du principe que les scientifiques disent que du moment où on a une couche de roches, des fameuses strates, et entre chaque strate, il y a des millions d'années. Voilà. C'est ce que les scientifiques disent. En réalité, c'est pas vrai. Quand j'avais bossé dans le laboratoire de géol, mes collègues géologues, ils me disaient, voilà, là, toi, je regarde, je ne sais pas quel âge a cette couche et quel âge a cette là. Il y a peut-être 10 ans d'écart, il y a peut-être 100 000 ans, j'en sais rien. Concrètement, c'est ce qu'ils vous disent avant d'avoir avant d'avoir trouvé une méthode de dater, bien sûr. Mais, donc, ils partent de ce principe et donc, ils nous montrent des arbres qui sont pris dans plusieurs strates de roches sédimentaires. 3, 4, 5 mètres et plein de strates. Exactement. Ils disent, regardez, c'est logique. Si vous avez un arbre, il a une première strate, il se passe des millions d'années, l'arbre, peut-être qu'en bas, il fossilise, mais en haut, il pourrit. Donc, ça montre bien que c'est pas possible. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte, que au premier abord, les gens peuvent se dire, oui, s'il y a 10 millions d'années, qu'est-ce qu'il arrive à ce pauvre arbre? Mais c'est parce que la manière dont on a apporté la réponse scientifique était mauvaise. C'est-à-dire que concrètement, si on va dater les différentes strates,
on trouvera les mêmes âges, a priori, ou en tout cas d'un point de vue Oui, parce que biologique, des choses très comment proches. ces fossiles se forment? Bah, c'est juste tout bêtement que de temps en temps, il y a des glissements de terrain, il y a des inondations, il y a donc des mouvements de roches, et, et on peut lire dans la. Non, Vlad et moi sommes malades comme des chiens, on tousse, c'est terrible. L'équipe, c'est la mort totale. La punition divine. Pourri. Ah non, mais là, franchement, je pense qu'on a fait au bon Dieu. Pardon, mon Dieu. Les bordels. Et voilà. Et ces fossiles-là sont particuliers. On ne les retrouve pas dans n'importe quel profil de strate. C'est uniquement des profils qui sont compatibles avec des éboulis, avec donc, des gros en bas et des petits sédiments sur le dessus ou versant, je ne sais plus. Ouais. Alors, donc, si ces fossiles sont là, en fait, c'est juste parce qu'il y a une immense strate d'un événement dans lequel les dépôts sont faits à un certain rythme parce que les éboulis ne sont pas tous au même rythme en fonction de la taille des sédiments. Et donc, comme je dis, si on datait entre le bas et le haut de cette méga strate, elle aurait un âge qui serait compatible. C'est un événement extrêmement rapide qui produit un très grand fossile. Et c'est là où il y a un gros problème, c'est que eux, ils disent, les scientifiques disent qu'il s'est passé des millions d'années entre chaque strate. Or, en fait, de manière scientifique, des sédimentologues vont vous dire, là, il y a eu un événement catastrophique. La science admet des événements catastrophiques. Et d'ailleurs, ils prennent en exemple Mars. Donc, il y a des gens qui disent que sur Mars, il y a eu des événements catastrophiques. Et ils disent, regardez, les scientifiques, ils admettent des événements catastrophiques sur Mars et ils ne les acceptent pas sur Terre. Oh là là, ils sont vraiment méchants, ils sont vraiment bêtes. Alors qu'en fait, c'est juste pas vrai. Alors, on fait signe qu'il faudrait qu'Adrien parle plus fort ou qu'il rapproche son micro de sa bouche parce que ça coupe très régulièrement. Ça coupe un peu, mais c'est pas tellement volume, c'est le fait que la connexion de temps en temps est un petit peu. Mais maintenant, tu es à l'autre bout du monde et saluons quand même la technologie humaine. C'est incroyable. Oui, comme quoi les Américains peuvent faire autre chose que des musées créationnistes. Oui, voilà. On aime les Américains aussi, au moins en tant que les autres, il n'y a pas de problème. C'est juste que c'est un aspect de leur culture qui est assez fascinant. Oui, et il y en a beaucoup en fait. Beaucoup de créationnistes, je ne sais pas si on n'a pas. On n'a pas parlé, 25%, mais 25%. 25% des Américains. Ouais. Dire que plus de la moitié doutent, refusent la thèse selon laquelle l'être humain serait apparu sans aide de Dieu. Plus de la moitié. Alors après, je vais quand même dire une chose très importante, c'est qu'il y a aussi une extrême hétérogénéité, notamment d'un point de vue géographique. Donc nous on est à d'ici. Bible Belt. Voilà, alors concrètement, ce musée dans la Bible Belt, et voilà, si vous regardez les dernières élections, vous vous rendez compte qu'il y a certains territoires qui ont des croyances bien particulières, quoi. Donc, faut bien voir ça, c'est que c'est un petit peu ce musée, c'est un petit peu la résultante du système de pensée américain. C'est que, en fait, on a le droit de penser ce qu'on veut, quoi. Là-bas, je veux dire, en France, si tu dis quelque chose, les gens veulent te convaincre et vous en êtes la bonne, peut-être le bon exemple de ça, quand ils disent non, mais tu es sûr que ce que tu dis et ce que tu avances est bon, alors que là-bas, c'est tu penses ça? Ouais, c'est bien. Et c'est pareil dans le travail, tu as fait ça, c'est dégueulasse, c'est pas grave, oh, c'est bien. Et en fait, il y a un peu cette idée-là de chacun a le droit de penser comme il veut, quoi. Donc, ça fait partie de cette chose, et finalement, les gens n'ont peut-être pas forcément. Certains ne peuvent pas avoir l'esprit critique en disant tiens, si on me pose des questions un peu. Les gens sont très choqués par le nom, on demande des différentes sources. Alors, aussi en France, en termes de sources, il y a en 2009, pour les 200 ans de Darwin, il y a eu pas mal de sondages qui ont été faits. Et les sondages, c'est à ma connaissance, plus de 60% d'Américains qui refusent la thèse naturaliste. Donc, ils ne disent pas que c'est créationniste, mais vous avez toute une gamme. Oui. Les créationnistes terre jeune, les créationnistes terre vieille, les déistes, machin, et puis. Intelligent design. Voilà. Et à l'autre côté, les matérialistes qui disent la nature marche toute seule, quoi. Et ceux-là sont extrêmement minoritaires là-bas. Chez nous, ceux-là représentent, je crois, 55-60%, mais il y a toujours un pourcentage de gens qui pensent qu'il y a un truc en plus. Alors c'est le sondage Gallup. Alors, pardon, peut-être continue ? Oui, il y a pas mal de gens dans le chat qui demandent pourquoi on ne parle pas d'intelligent design.
Il faut bien Ils n'en rappeler parlent que ça ne concerne pas forcément ces gens-là. Voilà. Tout ce qui est créationnisme terre jeune Tout à fait. se détache totalement d'intelligent design. Ces musées-là, c'est c'est pas le thème. leur sujet, On pourra y revenir, c'est un thème intéressant, mais là, Bien sûr. non, ce qui est frappant, c'est que ces musées-là, c'est vraiment des musées extrémistes, avec un littéralisme de la lecture c'est de ça. l'île. C'est une lecture très très Et, littérale. et donc, je te rends la parole à Adrien juste après ça, c'est que tu as parlé des Bible Belt, donc cette zone où il y a une forte croyance religieuse et donc beaucoup plus de créationnisme. Évidemment, c'est pas à Washington qu'on verra un musée créationniste. Ah ah, wink wink. Et là, tu sors un truc, et tu me montres qu'il y a un musée de la Bible qui est ouvert quand? Voilà, qui a ouvert cette année, un musée de la Bible. Je l'ai visité hier. Tu l'as dit hier. Donc, en fait, il y a, voilà, alors, voilà, je tiens à dire ça. Mets-le bien au milieu. Mets-le au milieu. Il ne voit pas les enfants. Mais non. Encore un peu sur ta gauche. Sur ta gauche. Oui, un peu. Oui. Oh, c'est très bon. Museum of the Bible. Merci, Adrien. Donc, en fait, à Washington DC, il y a une institution qui s'appelle la Smithsonian Institution, qui a été créée il y a, je ne sais plus combien, de 100 ou 150 ans. Et en fait, ce sont des musées gratuits, des musées et aussi des centres de recherche. Il y a un muséum d'histoire naturelle. Il y a un musée de l'histoire américaine, il y a un musée des Indiens, il y a des Indiens d'Amérique générale, il y a un musée des Africains américains. En fait, ici, c'est un truc de folie. On peut passer 4 jours uniquement dans les musées gratuits et vous verrez des trucs que vous ne verrez jamais ailleurs. Et c'est vraiment là tout le contraste de ce pays, c'est qu'ils arrivent à la fois à faire ces musées extraordinaires comme le Smithsonian gratuit avec des choses vraiment incroyables. Et ils arrivent à mettre des millions de dollars dans le musée de la création, par exemple. Mais c'est le pays des contrastes. Voilà. C'est des forts contrastes. On a des limousines et à côté des SDF dans la même rue. En fait, ici, tout peut aller très vite, en fait. C'est-à-dire que tu peux partir de rien, aller très haut. En général, les gens jouent un petit peu sur ce rêve pour pouvoir te faire espérer. Américain, bien sûr. Voilà. Mais l'inverse, c'est tout à fait vrai. Et j'ai récemment rencontré quelqu'un où c'était exactement l'histoire inverse. Le monsieur avait un yacht, un appartement, une femme, et en un an, il n'avait plus rien. Donc, voilà, ça c'est bon, c'est peut-être une autre histoire. Revenons au musée à Washington. Qu'est-ce que tu as vu de plus en quoi il est différent ou pas? En quoi ce musée de la création est différent, tu veux dire? Le musée à Washington que tu as vu récemment que hier, du coup, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que c'est un musée plus scientifique, plus culturel? Qu'est-ce qu'on y voit? Alors, dans ce nouveau musée de la Bible, alors déjà, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une entrée où tu donnes ce que tu veux, et après, tu as des parties qui sont payantes. Donc, j'ai fait que les entrées où j'ai pas payé. D'accord. Donc, non, mais là, j'approuve. J'avais déjà assez dépensé chez moi. Vrai. Alors, du coup, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une partie sur l'histoire de la Bible. Et grosso modo, ce qu'ils ont envie de montrer, c'est que dans la Bible, on parle de certaines peuplades qui sont retrouvées de manière archéologique. Et on retrouve un petit peu ce même truc avec le musée de la création, où il y a la Bible, et puis on essaie de trouver tout ce qui peut correspondre, qui collerait dans la réalité. Mais ils ne nous expliquent pas vraiment comment ces textes se sont formés, comment ils se sont agglomérés. C'est pas vraiment historique. D'ailleurs, il y a des citations bibliques à chaque panneau, donc c'est pas vraiment historique. Et puis après, on a un petit peu tout ce qui s'est passé par la suite, qui est un peu plus historique. Voilà comment la Bible a été traduite. Là, il y a beaucoup d'artefacts. C'est sympa. C'est ultra grandiose. Il y a des écrans géants. Quand on n'a jamais vu des comme ça, ils sont même dans les elevators, dans les ascenseurs. Je fais semblant que je sais parler anglais alors que. Yeah, of course. Non, en fait, c'est pas vrai. Je parle encore plus mal français maintenant. Et donc, en fait, c'est juste là, c'est encore presque. C'est un peu dans l'idée de l'arche, quoi, d'en mettre plein la vue avec des choses extraordinaires, avec des écrans géants. Mais c'est pas historique non plus. D'ailleurs, ils sont fait dézinguer Washington Post, comme quoi ils se voulaient un petit peu historique, mais ça l'est pas tellement. Et quand moi j'ai visité, je me suis un petit peu faufilé comme ça, guidé, et concrètement le mec il disait vous voyez, on a retrouvé ces pierres qui servaient à faire des fonds et ces flèches, et concrètement c'est des pierres comme ça qui ont servi à David
contre Goliath. Contre Goliath. D'accord. Voilà, donc en fait, et pareil, il y avait je crois qu'il y avait un morceau du mur je sais plus de quel mur là, de Jérusalem. Donc il y avait un petit bloc là comme ça. Hein. Pas trop grand, hein, voilà, c'est les humains qui l'ont taillé, pas des extraterrestres. Donc il y avait des grands blocs comme ça. Et puis il disait aux gamins, touchez, c'est là que Jésus. Comme ça, quoi. Donc, il y avait. C'est là que Jésus a quoi? Ça a coupé. Celui que Jésus a foulé il y a 2000 ans. Ah, Jésus a foulé les rochers. Et Voilà. qui a construit ce musée? Alors, ça, c'est une autre association. Je ne connais pas son nom. Parce que les autres, c'est Answer in Genesis. Donc c'est de Answer Ken in Ham. Genesis. Ouais, en fait, Ken Ham, ce qu'il faut savoir, c'est que Ken Ham, à la base, il était enseignant et il a fait des sciences. Il a un bachelor, je crois, en sciences. Ouais, c'est De terrible. Ce l'environnement. monsieur est terrible. Ouais. Il y a un biologiste comme toi, mon jeune ami. Non, arrête. Il y a un débat, Bill Nye Ken Ham, qui a eu lieu en février 2016, je crois, Oui. qu'il faut regarder. Bon, il dure 2 heures et c'est pénible et c'est en anglais. Ouais. Mais Il est compréhensible. voilà, c'est un anglais. Soit vous le trouvez sur YouTube, soit vous pouvez l'acheter sur le site du musée de la création. Alors, si vous voulez donner de l'argent aux créationnistes, vous pouvez acheter ou pas. On conclut cette partie pour passer à la dernière. Oui, alors Sur les sciences. je peux parler de. Je viens de vérifier, il y a une version sous-titrée des ventres Bill Nye Ken Ham. Voilà. Et vraiment, il faut l'avoir vue parce que c'est brillantissime. C'est brillantissime, ouais. Bill Nye, il n'est pas venu avec la force de la science, il est venu pour rendre la science intéressante. Bah, c'est son métier de base, Bill Nye. C'est pour ça que ce débat-là, c'était pas un débat science contre machin, c'était. Et donc Dawkins a refusé, enfin les gens qui font de la science ont refusé, mais lui, il fait de la vulgarisation. Il pense que c'était son rôle, et beaucoup de gens n'étaient pas sûrs qu'il fallait le faire. Au final, je pense qu'il a eu raison de le faire. Oui, je pense qu'il y a des points de vue, les deux points de vue, j'avoue moi-même être partagé. Parce qu'en fait, ce que j'ai eu l'impression, c'est que Ken Ham, donc tu peux trouver dans la boutique du musée de la création de l'Arche, tu peux trouver les DVD qui sont vendus une vingtaine de $. Débat, Ken Ham, machin, et puis après, il en rajoute encore, il fait un petit bonus pour encore en rajouter. Mais je pense qu'il faut quand même connaître un minimum la démarche scientifique et ce qu'est la science avec des grandes guillemets pour pouvoir comprendre à quel point les arguments de Ken Ham ne sont pas bons en fait. Et je pense que malheureusement, si des gens ont un doute, s'ils visitent ces musées et s'ils regardent ce que fait Ken Ham, ce sera pour eux plus facile d'aborder dans le discours créationniste. Mais je pense que Bill Nye avait comme idée qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent, qui n'ont jamais entendu parler de science autrement que comme la science est méchant. Il est venu dire aux enfants, la science est super sympa. Il a commencé en parlant de son nœud papillon. Pendant 4 minutes. Alors, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il était juste venu dire aux gens, je ne suis pas une menace pour vous. Regardez, je parle de nœud papillon, c'est marrant. Et la science explique plein de trucs super sympas. Voilà, et pendant la majorité du temps, il fait que ça. Il dit, c'est sympa. Et il a résisté à l'idée de réfuter ce que dit l'autre. Et c'était assez... culotté, curieux, c'est pas ce que j'aurais fait moi, et je pense que c'est peut-être ce qu'il fallait faire. Voilà, bref, c'est un hors-sujet, mais on passe à la partie 3 ou tu as un truc à ajouter sur juste pour terminer là-dessus, il y avait quand même un public assez spécial dans ces musées. Vous le verrez sur la vidéo, beaucoup de Ménonites, quelques Amish. C'est pas ceux qu'on voit à Washington ici ou qu'on voit ailleurs. Je pense effectivement que tu as raison quand tu dis que certains enfants n'entendent pas autre chose que la science est méchante et voilà la réalité. Et je pense que là, on avait quand même beaucoup de gens de la et des gens très très religieux qui sont confirmés et apporter des réponses faciles à certaines questions qu'ils pouvaient avoir. Et donc, pourquoi est-ce que les gens ont besoin de ces réponses-là? C'est la partie 3, c'est l'idée de pureté et de décadence. Le monde actuel ne leur plaît pas, pour plein de raisons. Oui. Donc, pour se rassurer d'une certaine manière, moi c'est une analyse que je fais, peut-être que j'interprète, il y a besoin d'avoir des preuves que le récit est vrai pour valider leur jugement moral et leur supériorité morale, et le fait que dans l'avenir, ils auront les récompenses qu'ils méritent. Oui. Alors tu vois en fait ce que j'ai voulu faire moi quand j'ai visité le musée, j'ai voulu y aller sans trop d'a priori. Bon,
J'en ai quand même un petit peu, mais je me suis dit, je veux pas savoir ce que eux pensent, quoi. Je vais voir ce qu'il y a. Et en fait, j'ai ressenti des choses qui se sont avérées vraies. Concrètement, si tu vas sur leur site, sur antibiogenesis.org, c'est /abbott/mission. En fait, dans leur mission, ils le disent bien, et c'est en grand au début du musée de la création, c'est de dire que la Bible ne dit que la vérité et qu'elle est autoritaire, qu'elle a autorité. Oui. Donc, pour eux, j'ai pas vu le mot Coran, j'ai pas vu le mot spiritualité, j'ai rien vu de tout ça. Pour eux, il n'y a que le message biblique qui est réel, mais surtout qui a autorité. À quelques petits endroits comme ça où on sent que le mariage gay, ça passe cuit. pas. Ça passe pas. Ouais, Non. ouais. Non. Et il n'y a pas que là-dedans, en fait. C'est-à-dire que dans le musée de la création, on a ça, une partie dans l'arche où on nous présente les peuples décadents pré-déluge. Mais dans le musée de la création, en fait, on arrive il y a un endroit où on nous présente la supériorité un peu de la Bible, pourquoi la Bible est tellement mieux que tout le reste, et on nous montre une évolution de la pensée humaine avec les sciences. Donc, on montre que les gens ont douté des Écritures, qu'ils les ont remis en cause et qu'après ils les ont ignorés, quoi. Donc là, alors Darwin en prend pour son grade, Descartes, tous les philosophes français. Alors là, ça clash sévère. On a un petit panneau comme ça, et on termine là-dessus. Et on arrive dans une pièce, vous le verrez dans la vidéo, on arrive dans une pièce qui est censée représenter le monde moderne. Pour eux, le monde moderne, c'est l'homme choisit ce qu'est la vérité, et le monde moderne, c'est la pornographie, les meurtres, les jeux, l'avortement, et tout ça, c'est pas forcément la faute des hommes, c'est la faute des leaders religieux qui ont accepté le fait que la Terre est plus de 6000 ans. Et en fait, il y a un panneau entier que vous verrez, il y a un panneau entier où il est bien écrit ceci. Ce sont les leaders religieux qui, parce qu'ils ont abandonné une partie des Écritures, eh bien, ont amené les gens à croire à n'importe quoi. Donc pour eux, en fait, ce qui se passe, c'est que la création, la Genèse et toute cette partie-là, pour eux, c'est un talon d'Achille, en fait. Concrètement, je veux dire, les faits scientifiques taillent en pièces ces parties, et l'Église catholique reconnaît l'évolution, et beaucoup de croyants font la part des choses entre la Bible et même la religion de manière générale et les faits scientifiques. Voilà, il y a une lecture livre voilà. que s'autorisent beaucoup de croyants. En gros, ce que tu nous dis, c'est que c'est une guerre entre différents mouvements religieux, quoi. Ils sont en train de dire, les dirigeants, en gros, du Vatican, quoi, sont les ennemis de la vraie foi. Exactement. En fait, pour eux, ils disent, quelle est la différence entre une famille qui va à l'église dire que la Terre a 4,5 milliards d'années et une famille qui ne va pas à l'église? Et donc, en fait, pour eux, en fait, il faut taper là-dessus, parce que finalement, si tu commences à dire, et moi, en fait, tu vois, j'ai envie de dire, je le dis d'être un petit peu provocateur, mais pour moi, en fait, tu vois, je vais presque plus respecter ces gens-là qui disent, mais bon, ben oui, tu sais, à un moment, tu dis, ah ben là, oui, c'est une image. Ah, par contre, là, c'est vrai. Ah ben là, c'est une image. En fait, eux, ils disent tout est vrai. Au moins, tu vois, c'est clair et net. Et tu dis, ben, bon, ok, d'accord. Le souci, c'est que c'est difficile à démontrer. Mais en fait, pour eux, tout est vrai, il y a zéro interprétation. Et donc, du coup, c'est une si position tu commences à plus facile à lire, quoi. Ben une position qui, entre guillemets, qui est plus cohérente. Exactement. Si tu commences à remettre en cause quelque chose, bah, tu commences à remettre en cause autre chose. Et eux, c'est ce qu'ils disent. Et eux, ils veulent vraiment, vraiment mettre ça en avant, quoi. Et pour, au final, imposer leur point de vue. Et finalement, ben voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'ici aux États-Unis, il y a des mouvements qui sont excessivement rétrogrades. Ça peut être aussi bien sur le droit à l'avortement, sur le droit au mariage homosexuel, sur plein de choses, quoi. Alors bien sûr, ça dépend des États. Ça dépend des États. Mais en fait, eux, ils veulent imposer. Quand on lit aussi ce qu'ils disent, et je sens que tu soulignes dans ta vidéo, et cette idée que la parole de Dieu triomphe malgré les attaques. Il y a ce délire obsidional, j'aime bien ce mot dont je le place, j'irai chercher obsidional, c'est ce délire d'être persécutés. Ils sont là assiégés, ils sont les seuls purs, et autour d'eux, le monde est ravagé par la décadence,
Et il y a ce message aussi en conclusion de Jean, il faut tenir bon la rampe parce que Jésus va revenir, quoi. Oui. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que, et ça c'est très flagrant, ça revient dans le musée de la création à 4-5 endroits, c'est qu'ils te disent, il y a la parole de Dieu, et voilà à quoi a amené la raison humaine. Et donc, forcément, tu atteins le point Godwin assez rapidement. Eh oui. Et bien sûr, Hitler est un grand sympathisant du darwinisme, donc ils vont des petits trucs à droite à gauche. Bon, le chat avait prévu, hein, le chat a dit bientôt darwinisme social incoming. Eh ben on y est, en effet. Voilà. Et donc, en fait, eux, concrètement, ce qu'ils te disent, c'est que le problème avec la raison humaine, c'est que forcément, ça va nous amener vers la décadence, la déchéance. Eh oui. Voilà. Et alors, en fait, quand tu termines le musée de la création, tu as ça, donc tu vois, ce qui est très drôle, parce que du coup, quand je suis allé au musée de la Bible, j'ai vu ça, c'est que les États-Unis, quand même, il y a eu une guerre civile, que nous en France on appelle la guerre de sécession, où il y a eu des gens qui, au nord, avec la Bible, disaient il faut libérer les esclaves. Alors, bon, ils ne le disaient pas que pour le bien des esclaves, ils disaient ça pour affaiblir le Sud, c'est une autre histoire. Mais ceux du Sud disaient dans la Bible, voilà, dans la Bible, il y a aussi marqué qu'on a le droit d'asservir les gens de race inférieure, quoi. Donc, en fait, il y a une grosse contradiction, c'est qu'en fait, il faut un peu une sélection. On n'entend pas parler des guerres de religion, parler de tout ça. Et donc, eux, ils te disent finalement, du moment où tu penses, ça peut être dangereux, quoi. C'est ça, en fait. Ouais. Mais en même temps, c'est ça, c'est que ils nous disent on a aboli l'esclavage grâce à la Bible parce qu'on a écouté la Bible et donc on a aboli l'esclavage, mais ceux qui étaient pour l'esclavage avaient aussi leur verset. Et ils auraient pu avoir la même conclusion s'ils avaient gagné, donc c'est toujours pareil. Exactement. Et donc, ce que j'aime bien, c'est que j'ai mis dans la miniature du truc, c'est que quand on voit le logo du musée de la création, en dessous, c'est quand même marqué, et c'est tout le programme, je crois. Prepare to believe. Préparez-vous à croire. Exactement. Est-ce que tu veux élaborer là-dessus? Et comme il est 10h30, on va essayer de conclure. Ça marche. Voilà. Alors, en fait, oui, je pense que tout est fait pour qu'on croit à quelque chose, effectivement. Et il y a toujours une pointe d'optimisme parce que dans ces deux musées, à chaque fois quand on sort sur les dernières pièces, on nous dit que il n'y a pas de problème. Il y a la Bible, croire en la Bible, Dieu et Jésus notre Sauveur, et on a des pièces entières qui sont dédiées avec des versets, avec pareil, on nous représente la vie moderne avec des gens qui disent je crois pas trop et je suis pas bien, puis il y a des gens qui sont là pour les convaincre, et puis au final, voilà, ils se rendent compte que c'est quand même bien d'aller dans le chemin, quoi. Et donc en fait, ils jouent avec nous en nous disant voilà, vous pensiez qu'il y avait des choses impossibles, et nous on vous apporte des réponses très simples. Vous pensez que l'arche elle n'était pas construite? Regardez, on a fait une animation, ça marche très bien. On pouvait pas mettre tous les animaux? Non, mais on en a mis 1600, ça marche très bien, pas de problème. Ça rentre. Vous avez un doute sur comment les hommes ensuite se sont répandus sur Terre? Ouais, pas de problème. Il y avait une belle fille de Noé qui était noire, elle a fait tout le une fille de Noé qui était asiatique, elle a fait tous les asiatiques. Voilà, et c'est facile. Comment ils expliquent les roues, dis-moi? Je sais. Bonne question. J'ai pas vu les roues. Par contre, ils expliquent les pyramides. Ils expliquent les pyramides. Oui, parce que on refera un épisode là-dessus. Tu n'es pas sans savoir qu'il y a des pyramides en Chine, chez les Mayas et en Égypte. Et en fait, pour eux, c'est simple. Écoutez, c'est très simple. Allez, en 30 secondes. C'est Babel. Ils ont fait la tour de Babel, et puis après, vu ils savaient, ils avaient les plans et tout, c'est sous le bras. Et puis après, ils sont allés un peu partout sur Terre. C'est les reliquats, les nouveaux essais de Tour de Babel. Voilà. Ça prouve, en fait, les pyramides prouvent qu'il y avait bien une connaissance commune. Et c'est pas les aliens, parce que là, ils disent il ne faut pas être con, les gars. Non, mais c'est pas les aliens. D'accord. Ils le disent bien. Et donc, s'ils le disent, ça doit être vrai, quoi. Et donc en fait, on a un tas d'explications comme ça. Tout plein de petites choses. Tu sais, c'est vrai que j'imagine des gens, tu vois, un repas et quelqu'un qui est créationniste, il y a des choses qui vont déstabiliser, quoi. Il y a peut-être des trucs qui, tu vas dire,
ah, d'accord, c'était des sortes d'animaux, c'était pas tous les animaux. Ah, c'est possible, quoi. Et au fur et à mesure, tu te dis, ah merde, ah ouais, c'est possible. Ah, ils ont retrouvé ça, ils ont retrouvé ça. Ah, ça peut se tenir, quoi. Et puis à la fin, tu vois quand même que la science est toujours trompée, alors que Dieu, il a dit ça, et finalement, ça n'a jamais changé, ça n'a jamais été remis en doute. Et qu'en fait, c'est le sauveur, quoi. Et donc, tu c'est ressors. l'idée que, voilà, à la fois d'émerveiller, d'apporter des réponses à tous les arguments qui chahutent un peu les croyances, et à la fin de faire un gros coup de bluff ou de peur, en disant, voilà ce qu'on vous promet avec la science, et à la fin, il n'y a que la fin qui sauve. Ouais, exactement. Et il faut prendre tel quel, quoi. Il ne faut pas prendre juste D'accord. une partie de la Bible, il faut bien prendre tout en entier, quoi, avec tout ce qui va autour, quoi. Et donc, vivez un petit peu, comme on dit, de vivre, quoi. Il y a un petit peu ça derrière. Alors, vas-y. As-tu une conclusion pour les gens qui nous suivent sur ce thème-là de manière générale, on n'a pas dit et que tu veux dire? Moi, j'ai vraiment ressenti un malaise. Franchement, là, je parle vraiment de manière très honnête. J'ai trouvé ça très malsain et très irrespectueux. En fait, eux-mêmes disent que les hommes sont racistes alors qu'eux, ils s'aiment les uns les autres. Mais en réalité, c'est eux qui sont extrêmement racistes et qui n'ont que peu de considération pour les autres croyances. Et je trouvais ça vraiment très, très malsain. Je trouvais aussi très malsain la manière dont ils représentaient la science comme un point de vue comme un autre et de rejeter les travaux de tant de personnes, quoi, d'un revers de la main. Je trouve ça très, très, très malsain. Et tu vois, le truc, c'est que quand on a fait ces musées, on a dépensé à peu près $150. L'entrée n'est pas donnée parce que c'est le parking, mon jeune ami. C'est vrai. Et encore, on a apporté nos sandwichs à la fraise. On a apporté nos sandwichs parce qu'on voulait vraiment rien dépenser là-bas. Bon, après, j'ai craqué sur ça, mais c'est différent, ça. J'ai pas acheté de casquettes et de petits dinos. Désolé, Christophe Michel. Mais du coup, je me suis senti mal. Je me dis, on arrive quand même à aller dans le sens de gens, quoi. Ils vont se dire, on est comptés des gens qui viennent ici. Et j'ai trouvé que c'était vraiment ce syndrome américain où on peut tout dire, on peut tout penser, il n'y a pas de problème, tous les avis se valent. Et donc voilà, ça, j'ai trouvé ça malsain. Et quand je l'ai fait, j'ai dû convaincre ma femme. Je lui ai dit, on va le faire parce que moi, je suis un peu voyeuriste, parce que ce sujet m'intéresse, mais je veux aussi montrer. Et donc, c'est pour ça que je veux te remercier et remercier toute l'équipe qui est avec toi ce soir. Je voulais vous remercier d'avoir pris le temps de témoigner. De témoigner, parce que je pense que c'est important. Il y a de véritables dangers derrière. Il y a vraiment quelque chose d'important. Il faut vraiment aiguiser ces arguments. Il ne faut pas croire que les créationnistes sont des idiots. Ils ont des arguments. Ils sont pas valables. Ils sont pas bons. Mais il faut les connaître. Il faut avoir une idée. Et je pense que c'est bien de le savoir parce qu'on peut se prendre rapidement des coups de manivelle dans la tête, des retours assez méchants, en se disant ouais c'est bon, c'est pas comme ça. Et en fait, ils ont toute une théorie qui est derrière et c'est bon de le savoir. Et pour leur répondre, c'est important qu'on ait tous une connaissance à peu près fonctionnelle de ce que dit vraiment la théorie d'évolution. Donc il faut mieux l'enseigner, mieux l'apprendre, y s'y intéresser, acheter mon livre. Et tout à fait. Donc comme tu l'as dit, j'ai un site de médiation scientifique et il y a des gens qui ont des sites de sciences, des blogs. Et je pense que malheureusement, on se rend compte très souvent que la science, c'est pas très bien enseigné. C'est pas la faute des profs qui doivent suivre un programme, qui sont pris à la gorge, qui doivent préparer les gamins à faire des choses bien spécifiques. Le truc, c'est que malheureusement, les concepts scientifiques sont souvent un petit peu complexes. C'est ça. Et c'est pas forcément évident même quand on s'y intéresse pas, si c'est pas très bien enseigné, on peut ne pas très bien comprendre les choses. Et donc, la solution est accessible. On l'a compris. Du coup, je passe à la conclusion et aux remerciements. Nous remercions la métropole de Grand Nancy qui nous soutient. Nous remercions TCRM Villa qui nous accueille ici.
Alors désolé, on n'a pas pu passer la petite vidéo qui présentait. On refera si on revient ici dans des conditions où ça marchera bien, j'en suis sûr. Merci à l'équipe qui a beaucoup souffert ce soir. Merci Oui. Guillaume. Je confirme. Merci Gabriel, merci Morgane, merci Loki, merci les autres qui sont là, Lise, Sam, merci Canal+. Voilà, on a joué de malchance, on a hésité presque à annuler l'émission, à la faire plus tard, mais c'est trop dommage, donc on l'a fait quand même. Donc on s'excuse pour le son qui ne va pas être terrible, les images. Bon, on verra si on upload avec des images que Loki a prises. En tout cas, on va revenir. En termes de rendez-vous, merci aussi à Lucie Chossler qui nous a aidé et qui nous a prêté ce magnifique, comment ça s'appelle, un rail de travelling qui n'a pas été utilisé pendant live, mais qui, parce que voilà, bon, on vous dira pourquoi. Et Super 5 aussi, l'association qui rendez-vous à Tours du 9 au 11 mars. On va à la Japan Tour Festival, je dirais, avec l'aide. On va faire une petite conférence, puis on vendra des t-shirts. On fera des trucs. On fera des trucs. À Grenoble, du 16 au 18 mars, il y a le Festival géopolitique de Grenoble. Et on va faire un tranchant live là-bas sur Pour-on comprendre le monde en faisant abstraction de croyances, donc avec 2 chercheurs. Il y aura des gens de l'OZ, il y aura Ariane Beldi, il y aura Jean-Michel Abrassard, il y aura Hygiène Mentale, Christophe Michel. On fera une émission Conjuration Open Source. On va parler des différents points de vue des sceptiques sur différents sujets. Et on devrait pouvoir projeter le documentaire Les lois de l'attraction mentale dans une salle à Grenoble. Et donc, et on sera tous les 4, Loki, Guillaume, Bled et moi, pendant plusieurs jours à Grenoble. Donc venez, si vous êtes autour de Grenoble à cet événement, c'est quasiment un mini-festival sceptique. Il y aura plein de trucs. Et puis on sera aussi à Dijon du 23 au 25 mars. Le mois de mars c'est complet. Il y a la convention Camocon. Et là, on sera aussi dans tous les 4 où on verra qui vient. On fera peut-être une petite conférence. Dans le détail, on ne sait pas exactement ce qu'on fera, mais sans doute plutôt qu'intéressant. Moi, si vous êtes dans le coin, venez. Coin, ce sera bien. Et puis, il y aura également un live en avril à Nancy sur c'est quoi un papier scientifique. Parce qu'on entend, selon une étude, et on ne sait pas quelles sont les étapes, et bien ça, on en parlera, c'est le 2e live après celui de ce soir. Vous verrez peut-être un sujet sur nous dans le Tube, samedi, pas demain, mais dans une semaine, parce que l'équipe du Tube, Le 3 mars. Est venue faire un petit sujet sur le fiasco, presque, parce qu'on a réussi de ce soir. Voilà, donc merci d'être resté. Vous êtes plus de 600 en ligne, malgré les déboires. On est très content que vous ayez pu rester, partager maintenant. On remercie encore Adrien, son blog, c'est curieuxdesavoir.com. Il fait peut-être beaucoup sur l'environnement, non? Oui, c'est vrai. Mais je Voilà, parle donc... aussi, j'ai fait des articles sur les Amish ou sur les tests ethniques. Voilà. C'est plein de choses. Bon, en tout cas, soyez curieux, n'est-ce pas? Et soyez sceptiques. On vous dit bonne nuit. J'ignore s'il y aura un générique à la fin de l'émission. Je ne contrôle plus rien, mesdames et messieurs. Bonne nuit. À bientôt.